en fait, les vaccins réplicants ou auto-réplicatifs ou auto-amplifiants, c'est la même chose. Hein. Bon, Alors, déjà, il y a les vaccins qui sont conventionnels, hein, sont ceux qu'on connaissait avant 2019, donc qui sont basés sur des protéines recombinantes. Hein, c'est les colliers de perles seuls qui sont injectés avec des adjuvants et ou des excipients. Il y a aussi des virus inactivés, enfin des microbes inactivés, donc qui sont tués, qui sont injectés pour stimuler le système immunitaire. Il y a des vaccins qui sont basés sur par exemple des virus atténués. Hein. Voilà, ce sont des virus qui ne sont pas pathogènes, qui ont été modifiés pour ne pas être pathogènes et auxquels on a modifié en fait le génome pour insérer un gène qui va coder pour l'antigène, c'est-à-dire là, ça va être la protéine spike. Voilà. Donc ça, ce sont les vaccins, les approches vaccinales classiques. Hein. Donc virus inactivés, microbes inactivés, atténués aussi, hein, microbes atténués, et puis les protéines recombinantes. Ça, c'est les plus classiques. Et là, depuis 2019, donc il y a ces fameux ARN messagers conventionnels. Hein. En fait, on sait bien que ce ne sont pas des vaccins, mais ils s'appellent des vaccins. Attendez, je dois brancher. Batterie est faible. Attendez, je vais juste brancher mon téléphone. Hop, pardon. Oui. Et donc, ce sont en fait des pseudo-vaccins, parce que ce ne sont pas des vaccins, mais disons que ce sont des molécules d'ARN messager qui sont en fait qui sont inclus dans des compositions vaccinales. Bon, je parle de vaccins pour que ce soit plus simple, mais vous avez tous compris que ce ne sont pas des vaccins. Ce sont des ARN messagers qu'on met dans des nanoparticules lipidiques. Et justement, on les met dans des nanoparticules lipidiques qui sont constituées de cholestérol, de phospholipides, de lipides pégylés et de lipides cationiques. Cationiques, ça veut dire qu'il y a plein de charges positives. En fait, il y a plein de charges positives, ça veut dire que c'est une molécule qui est extrêmement basique parce que justement, les ARN messagers sont extrêmement acides. Parce qu'à chaque nucléotide, un nucléotide, c'est une base, donc un ribose dans le cas de l'ARN, et puis un phosphate. Le phosphate, ça apporte une charge négative. Donc, c'est très acide. C'est un polyanion. Et donc, il faut le neutraliser. Et donc, c'est neutralisé justement par des lipides cationiques qui sont très, très basiques. Et en fait, on met ces lipides, ces nanoparticules lipidiques pour protéger déjà l'ARN messager, parce qu'autrement, il serait tout de suite dégradé par des RNases. Hein. Il serait très, très rapidement dégradé. Donc, ça permet de le maintenir, disons, intègre, hein, sans qu'il soit clivé justement par des RNases. Ça permet aussi d'empêcher une stimulation trop forte par le système immunitaire inné. Parce qu'un ARN messager qui se promène comme ça dans l'organisme, c'est extrêmement inflammatoire. Parce qu'on a des systèmes de veille au niveau du système immunitaire, justement, pour regarder la présence de motifs qui peuvent venir d'agents pathogènes. Et là, c'est le cas. Un ARN qui se balade tout seul, ça fait penser à un virus qui infecte une cellule. Et donc, il y a toutes les sonnettes d'alarme de l'organisme qui se mettent en route. Et donc, ça provoque une très grande inflammation. Donc, c'est hyper inflammatoire, un ARN messager qui est seul. Et donc, il faut le masquer, en fait, dans une gangue, justement, de nanoparticules lipidiques. En plus, ces nanoparticules lipidiques, en plus de préserver l'ARN messager, et donc de le cacher un petit peu du système immunitaire inné, bien sûr, ça va permettre de vectoriser l'ARN messager dans la cellule, où, justement, il va être traduit en protéine spike, dans le cytoplasme cellulaire par la machinerie donc, de traduction cellulaire qui est la machinerie des ribosomes. Voilà. Dans l'ADN ou pas finalement? Pardon? Est-ce qu'il s'intègre dans l'ADN? Oui. Est-ce qu'il s'intègre? Alors, à mon avis, oui. Alors, il y a des données qui montrent in vitro que justement ces ARN messagers qui sont dérivés, qui codent pour la protéine spike, peuvent s'intégrer dans le génome. Mais ce sont des expérimentations qui ont été faites in vitro, hein, c'est-à-dire en tube à essai, en gros, hein, c'est-à-dire en éprouvette, où ils ont pris le vaccin, par exemple, de Pfizer. Hein, je parle toujours de vaccin, c'est bon. Oui. Ils ont mis au contact de cellules pendant quelques temps. Et donc, ils sont allés regarder après dans ces cellules, je crois que c'est des H ou H7, mais sous réserve. Et en fait, ils sont allés regarder dans le génome de la cellule qui a été au contact du vaccin ARN messager si on pouvait retrouver une portion de génome qui va coder pour la protéine spike. Et effectivement,
on retrouve donc une portion de gène qui code pour une fraction de la protéine spike. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, on n'a pas retrouvé toute la protéine spike, mais ça veut dire en fait que la rétrotranscription est possible et que l'intégration dans l'ADN cellulaire est possible. Et on sait qu'il y a un système, notamment qui s'appelle LINE1, qui est endogène, qu'on a tous, a priori, qui est capable de faire de la rétrotranscription, c'est-à-dire de copier l'ARN en ADN, et cet ADN, après, peut être intégré dans le génome humain. Donc ça a été démontré par plusieurs groupes sur des tas de lignées cellulaires, donc on sait que c'est possible, que ça existe. Parce qu'initialement, les gens disaient que c'était pas possible, que la rétrotranscription n'était pas possible, il fallait avoir une enzyme spécifique pour retrouver le ligage, qui est la transcriptase reverse. Enfin bon, et en fait, c'est pas le cas. Hein. Évidemment, on a un système qui est capable de copier l'ARN en ADN avec le système LINE1. On savait déjà que c'était possible, hein, parce que, par exemple, il y a d'autres enzymes qui sont capables de faire ça. Hein. Par exemple, la télomérase est capable de faire ça. C'est l'enzyme qui rallonge les chromosomes, hein, parce que c'est une riboprotéine, hein, qui rallonge en fait les extrémités des chromosomes. Donc, elle a une activité aussi de polymérisation de l'ADN à partir de l'ARN, puisque en fait le motif de base c'est de l'ARN. Donc on sait que on peut rester inquiet quant à l'avenir de cette oui, alors parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, alors c'est pas nécessairement très dangereux, parce que on a une grosse partie de notre génome qui provient déjà de microbes, hein, notamment de rétrovirus. On a 17% de notre génome qui correspond à un génome microbien, et si on compte même des séquences particulières qui s'appellent les long terminal repeats, les LTR, à ce moment-là, ça atteint 23% du génome humain. Donc, le fait qu'il s'intègre, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va être exprimé. Parce qu'il faut qu'il y ait les éléments, il faut qu'il y ait une séquence promotrice, il faut un certain nombre de choses pour qu'un gène en fait soit transcrit en ARN messager puis traduit en protéines. D'accord. Estelle, tu voulais dire quelque chose? Estelle, pardon, tu voulais intervenir? Non, pas spécialement. Là, j'écoutais sur les vaccins. Je ne sais pas si Jean-Marc a fini de dire ce qu'il avait à dire. Je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose qui est grave. Je voulais juste peut-être le souligner avec ces ARN messagers. Ce qui est grave, c'est que là, ces ARN messagers, contrairement à ce que tout le monde disait, c'est qu'ils ne sont pas du tout comparables à des ARN messagers normaux. Parce que ce que disaient les gens, c'est que oui, les ARN messagers, ça vit juste assez longtemps pour qu'ils soient traduits en protéines spike, et après, c'est tout de suite dégradé. Ben, ceux-là, non, c'est complètement faux. Ils n'ont rien à voir avec des ARN messagers naturels, puisqu'ils ont été entièrement trafiqués. Ils ont été entièrement trafiqués, et du coup, ils sont extrêmement stables. Après un cycle de traduction, ils ne sont pas dégradés, et ils peuvent produire un nombre très, très important de protéines spike qui n'a pas encore été établi. Mais contrairement à un ARN messager normal qui subit un seul cycle de traduction, qui peut produire 4 à 5 protéines spike, hein, parce qu'en fait, il y a plusieurs ribosomes qui peuvent se mettre sur le même ARN messager, et donc qui peuvent justement traduire cet ARN messager en protéines. Donc, vous avez une ribambelle, par exemple, 4-5 ribosomes qui vont sur le même ARN messager, ce qui permet de fabriquer 4 à 5 protéines spike. Et une fois que la ribambelle de ribosome a fini de traduire donc cet ARN messager, eh ben, il y a cet ARN messager qui va être dégradé par des RNases. Là, c'est pas le cas. Cet ARN messager de Pfizer ou de Moderna, ben, lui, il va pas être dégradé après un cycle de traduction. Et les bioinformaticiens japonais estiment qu'ils pourraient subir au moins 20 ou 30 cycles de traduction, voire peut-être une centaine, voire plusieurs centaines. Ils ne le savent pas, justement, parce qu'il a été extrêmement modifié et extrêmement stabilisé. Il a été stabilisé par plein de moyens. Enfin bon, je peux vous les détailler. Si ça a été démontré qu'il a été trafiqué, que ce n'est pas naturel du tout. Oui. Et dans le livre, vous évoquez le risque des vaccinations répétées sur l'immunité. Donc, on comprend avec un ARN trafiqué. Oui. Alors, ce qui est grave, ce que les gens souvent ne notent pas, ce qui est grave, c'est que déjà,
au niveau des nucléotides qui constituent cet ARN messager, il faut savoir qu'il y en a un qui a été modifié. Ce sont les uridines qui ont été modifiées en méthyl-1 pseudo-uridine. Alors, ça, c'est problématique. Alors, pourquoi ils l'ont fait? Donc, ils l'ont fait parce que cette méthyl-1 pseudo-uridine, elle stimule moins l'immunité innée qu'une uridine normale qui se promène. Voilà. Mais elle a un gros problème, c'est qu'elle conduit à des erreurs de traduction. C'est-à-dire que la machinerie cellulaire qui va traduire donc cet ARN messager en protéines, quand il va être confronté donc à une méthyl-1 pseudo-uridine, parce que lui, il lit en fait des triplés de nucléotides. Il lit les nucléotides par 3. Et quand il décode 3 nucléotides, à ce moment-là, il va insérer une perle, donc un acide aminé. Donc, des triplés de nucléotides correspondent à un acide aminé. Mais vous pouvez avoir des triplés de nucléotides différents qui vont coder pour la même perle, hein, parce que le code génétique est dégénéré. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs triplés de nucléotides différents qui vont produire en fait le même acide aminé, l'incorporation justement de cette même perle, de ce même acide aminé. Et ils ont utilisé cette propriété justement pour stabiliser au maximum l'ARN messager, c'est-à-dire que dès qu'ils ont pu insérer un G ou un C, hein, une guanine ou une cytosine, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que les couples GC sont beaucoup plus stables que les autres, puisqu'ils sont stabilisés par 3 liaisons hydrogènes, alors que les autres, U et A sont stabilisés, ou bien T et A dans le cadre d'un ADN, enfin là c'est un ARN, donc U et A, c'est stabilisé par 2 liaisons hydrogènes, donc c'est moins stable. Et donc ils l'ont fait systématiquement, ils ont substitué toutes les uridines par des méthylines pseudo-uridines. Mais ça conduit donc à des erreurs de traduction. C'est-à-dire que comme le ribosome ne le reconnaît pas bien, du coup, il fait des boulettes, hein, c'est comme une secrétaire qui tape mal, qui fait des fautes d'orthographe, et le ribosome, lui, se trompe, et il incorpore la mauvaise perle. Ça veut dire qu'en fait, on va fabriquer une multitude de protéines spike un peu différentes. Et ça va même plus loin, c'est qu'il a été démontré le 6 décembre 2023, donc dans une publication de Nature, que en fait, le ribosome, lui, quand il va voir cette méthyline pseudo-uridine, il va aussi sauter la lecture de ce nucléotide, parce qu'il ne va pas le reconnaître, parce qu'il a été modifié. Donc à ce moment-là, comme il ne le reconnaît pas, il ne se casse pas la tête, il passe au triplet suivant. Et quand il passe au triplet suivant, du coup, il y a un décalage du cadre de lecture d'un nucléotide. Et ça change complètement, en fait, la lecture des triplets suivants. Ça veut dire que toutes les perles qui vont être incorporées derrière ne vont pas correspondre à la protéine spike, mais vont correspondre à d'autres protéines inconnues. Et le problème, c'est que ces protéines inconnues vont également stimuler le système immunitaire, comme le fait la protéine spike. Et donc, oui, on peut avoir des risques d'immunité croisée, c'est-à-dire qu'en fait, le système immunitaire qui va reconnaître ces protéines inconnues qui ont été formées, hein, dont on ne connaît pas la structure, en fait, eh ben, le système immunitaire va pouvoir croiser et reconnaître des protéines du soi, et à ce moment-là, ça peut déclencher une maladie auto-immune, ça peut déclencher un cancer. Et ils ont un autre problème, ces méthylines pseudo-uridines, elles ont un autre problème qui est très important, c'est qu'elles, leur présence, et ça a été démontré expérimentalement, hein, leur présence inhibe une protéine kinase R. Et cette protéine kinase R, elle fait partie du système de défense de l'organisme. C'est-à-dire que la protéine kinase R, elle s'active justement quand elle voit qu'il y a un problème. Et donc, quand elle voit qu'il y a un problème, grâce à des récepteurs, par exemple, qui s'appellent PRR, c'est des récepteurs qui vont reconnaître des motifs structuraux qui vont être présents à la surface d'agents pathogènes, hein, à ce moment-là. Hein, donc, ce qui va se passer, c'est que ce système s'active et comme il sait que la cellule est infectée par un microbe, à ce moment-là, elle agit sur des facteurs de transcription de gènes et elle bloque la synthèse des protéines. Et elle bloque la mitose, c'est-à-dire la multiplication cellulaire, justement pour pas que le microbe puisse se multiplier. Donc, elle bloque la synthèse des protéines, puisqu'elle sait que ça va être des protéines microbiennes qu'elle va fabriquer. Et elle bloque aussi, justement, la division cellulaire pour éviter que le microbe puisse se multiplier dans les cellules. Eh bien, la méthyline pseudo-uridine inhibe ce système de défense. Ça veut dire qu'en fait, ce système de défense n'est plus fonctionnel. Donc, ça fait beaucoup de problèmes hein, liés
C'est impressionnant. Je me souviens que tu nous en avais parlé. On s'était retrouvés l'année dernière. C'était en décembre, presque un an jour pour jour. On avait fait une émission ensemble et ça avait venu d'être publié. Et tu nous avais fait le don de ce savoir. Et j'avoue que j'avais oublié. Je savais plus comment ça marchait, mais je me souvenais des triplés. Oui. Merci. Alors ça, c'est pour les conventionnels. Hein. Oui. C'est pour les ARN conventionnels. Et maintenant, enfin, dans la question, tu posais pour les autoréplicants. Oui. Alors, les autoréplicants, c'est beaucoup plus dangereux qu'un ARN messager conventionnel. Hein. C'est-à-dire, dans un ARN messager conventionnel, il y a plusieurs parties. Hein. Donc, il y a une coiffe, il y a une petite région qu'on appelle 5' UTR. Après, il y a une autre région de l'ARN qu'on appelle ORF, c'est un cadre de lecture ouvert. C'est la région de l'ARN qui va coder pour la protéine spike ou un autre antigène si c'est un autre vaccin ARN messager. Et puis après, il y a une région qui s'appelle 3' UTR. Et après, il y a une queue de polyadénosine qu'on appelle une queue polia et qui est très importante parce que plus elle est longue et plus l'ARN messager va être stable. Parce que quand il est dégradé toujours donc à partir de l'extrémité 3'. Et donc, plus cette queue de polyadénosine est longue et plus l'ARN messager va être stable. Et donc, évidemment, ils ont fait une queue de polyadénosine très longue hein, pour les ARN messagers vaccinaux de Pfizer ou de Moderna, justement pour qu'ils soient stabilisés au maximum. Alors, pour un ARN messager auto-amplifiant hein, ou auto-répliquant, ils sont allés insérer entre la région 5' UTR et la région ORF, donc qui va coder pour la protéine spike, ils sont allés insérer un morceau d'ARN qui va coder pour plusieurs protéines non structurales, mais qui proviennent d'un autre virus. Ça va être soit un flavivirus, soit un alphavirus. Et ce sont des protéines structurales. Généralement, elles s'appellent NSP1, NSP2, NSP3, NSP4. Généralement, on utilise un alphavirus et on utilise 3 types d'alphavirus. Il y en a un qui s'appelle le virus de la forêt de Semliki, un autre qui s'appelle le virus Synbis et l'autre qui s'appelle le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et ce complexe réplicase, c'est un complexe particulier, c'est plusieurs protéines qui vont agir de concert et ça va permettre de copier de l'ARN messager en ARN. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez injecter l'ARN messager, donc auto-amplifiant, qui est beaucoup plus gros qu'un ARN messager normal, hein, qui fait 2 à 5 fois la taille d'un ARN messager normal, ce qui va se passer, c'est que la machinerie cellulaire va traduire donc cet ARN messager auto-amplifiant. Et donc, il va fabriquer les protéines structurales correspondant à cet alphavirus ou ce flavivirus. Après, il va fabriquer la protéine spike. Et donc, vous allez avoir une production à la fois du complexe réplicase et de la protéine spike. Alors, ce complexe réplicase, ce qui se passe, c'est qu'il est particulier. Il a une activité ARN polymérase, ARN dépendante. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de fabriquer de l'ARN à partir d'un ARN. Et donc, lui, il va copier l'ARN messager auto-amplifiant en brin complémentaire d'ARN. Et ce brin complémentaire d'ARN, lui, il ne pourra pas être traduit par la machinerie cellulaire parce qu'on dit qu'il est de polarité négative. Par contre, il va servir d'amorce pour que le complexe réplicase fasse la copie, en fait, la copie complémentaire de cet ARN messager qui a été néoformé. Et la copie complémentaire de cet ARN messager néoformé, il va être complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, en gros, votre organisme va refabriquer de l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'on vous injecte un produit et vous-même, vous allez en fabriquer en permanence. Alors, et il ne va pas s'éliminer? Alors, en théorie, ils disent qu'au bout de quelques semaines, le signal s'éteint. Mais bon. Comme au point d'injection. Voilà. Parce que en fait, on produit en permanence en fait de la protéine spike et du complexe réplicase. Donc là, c'est évidemment extrêmement dangereux. Et puis il y a aussi des vaccins transamplifiants qui sont formés, qui sont exactement, qui fonctionnent sur le même principe, sauf que le complexe réplicase est sur un brin d'ARN messager différent. C'est-à-dire qu'en fait, on dispose de 2 ARN messagers, un qui va coder pour la protéine spike ou tout autre antigène, et puis un qui va coder pour le complexe réplicase. Donc, on vous injecte les deux, et puis du coup, vous allez produire à la fois le complexe réplicase, à la fois la protéine spike, et donc, ça va être exactement le même système. Donc, ça va être
justement tout bénef en fait pour Big Pharma, parce que ce sont des ARN messagers beaucoup plus courts et beaucoup plus faciles à fabriquer qu'un ARN messager auto-amplifiant qui est complexe à faire. Et ça va être la même chose dans tous les vaccins qu'on dit classiques, qui vont être injectés, les 11 vaccins injectés aux enfants, obligatoires. Alors, justement, ils ont prévu à l'horizon 2030 de fabriquer à peu près 500 nouveaux vaccins ARN messagers, donc à peu près 120 en médecine humaine, le reste en médecine vétérinaire. Donc, vous voyez un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'ils veulent remplacer tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers. Et là, il y a quand même 2 vaccins donc ARN messagers auto-amplifiants qui sont déjà utilisés. Hein. Il y en a un qui est utilisé au Japon depuis novembre 2023. Il a été autorisé par les autorités sanitaires japonaises et il a été injecté déjà à plusieurs milliers de Japonais. Donc, c'est un vaccin, entre guillemets, à ARN messager auto-amplifiant qui provient d'une société californienne qui s'appelle Arcturus Therapeutics. Et puis, là, de façon un peu surprenante, il y a aussi un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui a été utilisé très récemment pour vacciner, entre guillemets, des canards. Vous savez qu'il y a 62 millions de canards qui, à partir d'octobre, là, ont été vaccinés. Donc, il y a 2 vaccins qui ont été utilisés, dont un vaccin de Ceva, qui est un vaccin auto-amplifiant. Alors là, l'antigène, bien sûr, qui a été choisi, comme c'est pour le canard, donc c'est pas la protéine spike, ce ne sont pas des vaccins anti-Covid, sauf pour le vaccin japonais, ARN messager auto-amplifiant japonais, donc c'est un vaccin contre la Covid. Là, ce sont en fait des vaccins, un vaccin auto-amplifiant qui est basé sur l'hémagglutinine H5. Donc l'antigène, c'est l'hémagglutinine H5. Puisque c'est soi-disant un vaccin contre le H5N1. Donc, le H, c'est pour hémagglutinine et N, c'est pour neuraminidase. Je pense à nos réveillons de fête. On va peut-être. Oui, alors, c'est dangereux. Alors, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il n'y a pas de problème. Par exemple, il y avait un poste de Tiffaine Pinsol qui disait bon, il n'y a pas de problème avec justement l'injection des canards, justement. Avec les ARN messagers auto-amplifiants, parce que de toute façon, ils ne résistent pas à la chaleur, ils sont tout de suite détruits entre le pH acide de l'estomac et puis la chaleur. Alors, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, parce que effectivement, donc, les ARN messagers sont généralement thermosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la température. On dit qu'ils commencent à se dégrader à partir de 65 degrés, mais ça dépend vraiment des ARN. Il y a des ARN qui sont extrêmement stables. Généralement, c'est les ARN qui sont courts, qui sont extrêmement stables à la température. Il y en a qui résistent 10 minutes à 100 degrés. Il y en a qui restent stables à 80 degrés. Ça dépend de leur structure, parce qu'ils peuvent se stabiliser eux-mêmes, parce qu'ils peuvent se faire ils peuvent s'apparier sur certaines parties. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec les ARN messagers interférents, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes se replier et puis s'associer entre eux. C'est-à-dire que les parties complémentaires peuvent s'associer entre eux, ce qui stabilise aussi l'ARN. En plus, ce qui se passe, c'est que quand vous mangez du magret de canard, qui est rosé, vous chopez, je veux dire, la viande n'est pas beaucoup chauffée, donc ça reste saignant, donc la température, il y a quand même des risques. Alors, vous me direz, dans l'estomac, de toute façon, le pH il varie entre 1 et 3, jusqu'à 4 quand on fait le jeûne thérapeutique. Donc, de toute façon, ils vont être dégradés dans l'estomac. En fait, c'est pas vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces ARN messagers auto-amplifiants, ils sont protégés aussi dans des nanoparticules lipidiques. Et à ce moment-là, ces nanoparticules lipidiques les protègent aussi, notamment du pH acide de l'estomac. Ça veut dire qu'on peut retrouver des ARN messagers a priori fonctionnels à cause de la présence de nanoparticules lipidiques.